qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Mais le temps, en tout cas, n'est pas aujourd'hui à assigner les responsabilités. Alerte coronavirus. Monsieur Macron, vous êtes la première barrière au coronavirus. Sauvez des vies, prenez vos responsabilités. État responsable. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Le système de santé est robuste, il est préparé. Nous sommes incapables de faire face à la population dans l'état actuel. Comment penser que cette prise en charge va être possible alors même que l'hôpital est exsangue et qu'un certain nombre de services sont sinistrés? Parce qu'on ne peut pas demander à des gens d'avoir pris des décisions il y a 5 ou 10 ans qui ne pouvaient pas anticiper ce qu'on vient de vivre. Donc, il faut aussi avoir, je dirais, un esprit de justice à l'égard de tous et toutes. Quand on vit quelque chose qui est inédit, on ne peut pas demander aux gens de l'avoir prévu il y a 10 ans. Si, des gens ont dénoncé l'impréparation, mais on ne les a pas écoutés, comme ceux qui avaient annoncé la crise financière de 2008. Vous savez, nous, depuis 15 ans, les urgentistes, nous dénonçons les fermetures de lits, les fermetures de réanimation, les fermetures d'hôpitaux, la concentration des moyens sur un nombre de sites très limité. Vous savez ce qu'on paye aujourd'hui? C'est les politiques des gouvernements depuis 15 ans, qu'ils aient été de droite ou de gauche, qui ont fermé 100 000 lits en France. Et des lits de réanimation. Sarkozy, il a privatisé la santé, François Hollande, il a brûlé l'hôpital public, et Macron, il chie sur les cendres avec son gros sourire de CSP+. Moi, depuis 15 ans, avec mes collègues de l'Association des médecins urgentistes, nous dénonçons le fait que chaque hiver, lors de l'épidémie de grippe traditionnelle, chaque été, lors de la petite canicule, chaque grand week-end du mois de mai, nous n'avons pas assez de lits de réanimation. Donc la situation était prévisible. Voici quelques-unes de l'humanité qui alerte depuis des années sur la misère de l'hôpital français. Et le problème n'est pas seulement français, il est européen, écrit l'humanité, puisque ces 10 dernières années, la Commission de Bruxelles a demandé pas moins de 63 fois aux États européens de réduire les budgets de santé. Voici cet autre titre de l'humanité, alors que les services publics devraient échapper à cette austérité. L'hôpital, c'est un service public. La définition d'un service public, c'est l'intérêt général. C'est un signe fort, parce que ça veut dire qu'on fait tout le temps de l'économie sur la santé, alors même que ce bien commun devrait être sacralisé et on doit arrêter de raisonner juste en coûts. Juste en coûts et juste en dépenses. La santé ramène au pays non seulement du bien-être, mais également de la richesse. Mais on peut aussi se dire que l'État ne peut pas tout, même quand l'État fait tout ce qu'il peut, et qu'on doit donc se prendre en main à côté, en plus, ou à la place de l'État, quand c'est nécessaire. Et ça nous amène à une réflexion sur la fin du modèle français, qui est de se dire, on va se tourner toujours vers l'État en disant « État, aide-moi ». Non, aide-toi et l'État t'aidera. C'est peut-être les bases d'une nouvelle décentralisation qu'il faudra construire après la crise. Le fonctionnement de l'hôpital à flux tendu était un non-sens. Vous voyez, nous vendre des gestionnaires de lits et le tout ambulatoire, écoutez, je vais utiliser un terme un peu trivial, c'était de la foutaise. Alors être en stock ou en flux, c'est vrai que c'était un choix important. Mais on sait ce que c'est que le coût d'un hôpital avec des lits vides, des lits libres au cas où. C'est un coût énorme. Donc est-ce que la collectivité est prête à cela? Si on dit aux Français, vous allez payer vos médicaments plus cher, vous allez être moins remboursés par la sécurité sociale, vos impôts vont augmenter, ils vont dire non. Si on leur dit, bon très bien, on va faire l'effort sur l'hôpital, mais alors les enseignants, il n'y aura rien, et des policiers, il y en aura moins. Ils diront non aussi. Il y a d'autres solutions pour financer aussi. De l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a aujourd'hui. Donc la question, c'est pas de dire si on met plus sur l'hôpital, ça sera moins pour l'éducation ou pour la police. La question, c'est moins dans les paradis fiscaux, moins de dividendes aux actionnaires. Voilà, faut être clair et net. L'ambulatoire, c'est le drive à McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Et quand on est en situation de crise et qu'on a un système qui est sous tension, déjà en période d'activité normale, eh bien dès qu'on a une augmentation d'activité qui finalement là aujourd'hui est importante mais est limitée à certaines régions, ça craque de partout.
puis pour tout ce qui est du reste, toutes les défaillances, le nombre de masques, les tests, les respirateurs, les lits de réanimation, oui, bien sûr, il faudra refaire la chaîne de décision qui a amené les mauvaises décisions à être prises, ou plutôt des décisions qui ont été prises en pensant qu'on ne serait pas confronté à une épidémie qui est arrivée. Pas forcément pour chercher des coupables, parce que personne à l'époque n'a hurlé en disant c'est une mauvaise décision, il y aura un jour un virus qui montrera que c'est mauvais. Personne dans les oppositions aux divers gouvernements concernés n'a hurlé à ce moment-là. Nous avons hurlé dans le désert, on nous a renvoyés à nos chères études et on n'a pas été entendus par les politiques. Donc il y a des responsabilités, il ne faut pas dire que ce n'était pas prévisible. Nous l'avons dénoncé depuis 15 ans, cette situation. On a beau, à la base, dire que ça ne va pas, on a beau proposer des améliorations, on va nous parler du management, de ce nouveau management. Bah, dans ces cas-là, moi aussi, je peux manager un hôpital. Moi, je suis la base. Moi, je travaille avec le patient. Moi, je suis confrontée à la souffrance du patient. Moi, je regarde le patient partir et je me dis, mais j'ai pas répondu à sa mission. Et ça, je pense que les politiques et toutes ces têtes pensantes, hormis mes collègues médecins, mes collègues infirmières, enfin les gens qui travaillent sur le terrain, je pense que vous n'en avez pas conscience. Il y a moins d'activités dans les hôpitaux alors qu'on augmente les budgets. Il n'y a pas moins d'activités, il y a des patients qu'on ne peut pas. Non, mais c'est les chiffres que vous donne la ministre. Mais les budgets sont en hausse. Les budgets sont en hausse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce serait faux de dire qu'on peut dépenser l'argent comme ça sans regarder. Ma responsabilité, c'est aussi de dire qu'il faut le dépenser intelligemment et efficacement. Et donc, oui pour le faire, oui pour investir dans la santé, c'est essentiel, mais oui pour le faire bien. Cette histoire-là, c'est la fin de la doctrine de l'efficience. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut faire mieux avec moins dans la santé. On a vu où ça nous mène. C'est-à-dire qu'on nous dit, bah voilà, il faut travailler plus, mais vous avez moins. Au détriment de qui? Du patient. Et sous couvert, on nous dit qu'on a un système de santé qui est super beau et formidable. Laissez croire que ça va bien se passer puisque le personnel soignant est magnifique, puisque nous avons le meilleur système de santé du monde. Bon, il faut arrêter avec ça. Il faut prendre la mesure de la détérioration des conditions de travail et aussi du travail lui-même. Le constat général est que ça ne va pas. Tout le monde est d'accord et tout le monde nous soutient sur nos grandes lignes de grève. Et Madame Buzyn ne répond pas à cette question. Ça fera partie des annonces de Oui, vous pouvez me faire Dans les confiance annonces des postes. des postes parce qu'on manque de personnel. Il y a des catégories de postes où il faut le faire, des conditions d'accueil. Il y a des réorganisations à faire parce que vous avez raison que c'est très dur de parler des urgences. C'est des fermetures et des suppressions de postes. On remplace pas un départ sur deux en retraite si il y a des suppressions de postes, on n'y arrive pas tous les jours. C'est ça, c'est des suppressions de postes. Mais je dis simplement que ayez la courtoisie pour les familles et les soignants d'autisme de laisser parler d'autisme. Je suis là tous les jours, moi. Je suis là tous les jours à 5h du matin. Bah, on ne parle pas le même discours. En tout cas, moi, je suis la base. Moi, je suis sur le terrain. Ça fait 12 ans que je vois le système de santé français mourir, glisser, se laisser aller dans toute sa splendeur. On s'en sort plus? Écoutez, je sais qu'on vous a fermé beaucoup de lits. Eh bien, on vous a entendu. Et cette année, je vous promets, on va en fermer, mais moins. Et on a un nouveau partenariat avec Handibag pour vos tenues. Fonctionnel, résistant, 30 litres. Vous pouvez en faire une tenue de protection. Et le soir venu, vous pouvez mettre vos revendications à l'intérieur, elles seront à leur place. Je résume. 1 an de grève, 1 an de mobilisation dans l'hôpital public, c'est un mouvement social sans précédent, des centaines de témoignages faisant état de conditions de soins particulièrement dégradées, une situation qui est décrite comme invivable pour les médecins et dangereuse aujourd'hui pour les malades. En janvier, plus de 1200 chefs de service et responsables hospitaliers ont démissionné de leurs fonctions en protestation contre l'inaction du gouvernement. On est vraiment on est au bout. Mais non, pour l'instant, on n'est pas là. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé. Il faut nous aider, Monsieur le Président. Que puis-je faire pour vous? Je viens de le dire, nous aider. On est à bout, on s'en sort plus. L'hôpital meurt. Je n'ai pas pu saisir votre demande. Veuillez réessayer ultérieurement. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite, simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite, basique. J'ai demandé au gouvernement d'apporter une réponse claire et forte, de court terme, pour l'ensemble des personnels soignants comme pour l'ensemble des fonctionnaires mobilisés afin de majorer les heures supplémentaires effectuées et sous forme d'une prime exceptionnelle pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance. Quel sera son montant? Quand sera-t-elle versée et à qui? 1 500 € pour les gens qui ont été en contact direct avec les Covid et 500 € pour les régions les moins touchées. Alors moi, ces 500 €, j'en veux pas. Voilà, je le dis. Et je le dis avec la gorge serrée.
j'en veux pas, parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça fait 20 ans que je vois mes conditions de travail se détériorer. Et je voudrais le dire ici de façon extrêmement ferme, chaque heure supplémentaire travaillée dans cette période de crise sera évidemment payée à tout le personnel soignant et administratif des hôpitaux. Pardonnez-moi, Gérald Darmanin, mais heureusement que les heures supplémentaires seront payées. Hein. Heureusement. On est bien d'accord. Parce que les heures supplémentaires sont dues. Ces 500 balles, j'en veux pas. Moi, je veux qu'ils mettent de l'argent dans les hôpitaux. Je veux qu'ils mettent de l'argent dans les maisons de retraite, dans les soins à domicile. Je veux qu'on puisse traiter nos patients avec dignité. Voilà. Chose que l'on ne fait plus depuis au moins une quinzaine d'années et encore, je suis gentil. L'augmentation. Aujourd'hui, la meilleure prime que l'on peut donner aux soignants, pardon de vous le dire, Monsieur Bourdin, c'est de respecter les gestes sanitaires et de respecter le travail du personnel soignant et de ne pas faire la fête, de ne pas sortir. Ça, c'est l'image que j'ai des soignants quand j'écoute le gouvernement. Ça, c'est la réalité des soignants. Il n'y a pas comme un léger décalage. Parce que vous croyez que c'est que depuis le Covid-19 qu'on n'a pas le matos? Mais ça fait des années qu'on est en galère. Des années. Et là, 500 balles 1500 € pour les gens qui ont été en contact. Mais vas-y, donne-nous 500 balles de plus par mois. Voilà. Qu'on se tape pas des SMIC. Des SMIC. Les soignants, être soignant, c'est une vraie vocation, vous savez. Il y a une vraie mission qui, pour moi, relève plus de l'humanisme. C'est surtout ça qui est dramatique, c'est qu'ils profitent de ça, en fait. Ils profitent du fait qu'on n'a pas le choix et qu'on a une conscience et qu'en général, les infirmiers, ils aiment ce qu'ils font et ils aiment, et ils sont altruistes et ils profitent vraiment de ça pour faire ce qu'ils veulent, en fait, parce que ils le feront toujours, en fait. On le fera toujours parce qu'il faut s'occuper de ces malades. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Vas-y. En droit, les agents du service public remplissent une activité d'intérêt général et sont donc pour cela soumis à ce qu'on appelle le principe d'adaptabilité. Principe d'adaptabilité qui leur impose de s'adapter aux évolutions du besoin. Je résume. Accomplir le nécessaire. Faire ce qui doit être fait, c'est normal pour un agent du service public. Ça fait partie du métier. Et d'ailleurs, les médecins nous le prouvent depuis des années, mais pas que les médecins, les policiers, les enseignants, les magistrats, les chercheurs. On a beaucoup entendu ces derniers temps des mots comme ils sont en première ligne, ils montent au front, c'est la guerre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des soldats exceptionnels. On leur devra tout. Et l'héroïsation du personnel soignant, c'est un narratif qui est commode pour dépolitiser nos revendications et nous enfermer dans une posture qui est intenable. Parce que, tout simplement, un héros, ça ne demande pas du personnel supplémentaire, ça ne demande pas d'aide, et ça ne demande pas non plus ce truc un peu sale qu'on appelle des sous. L'objectif, il n'est pas de dire que leur dévouement s'achète. Et tandis qu'ils se lèvent le matin, non pas en se disant « je vais revendiquer » ou « je vais effectivement porter plainte, j'y vais parce que j'ai des malades ». En temps de guerre, on donne des ordres. En temps de crise sanitaire, on donne des moyens. Pourquoi croyez-vous que le gouvernement a choisi le champ lexical de la guerre? Tout simplement parce qu'il ne peut pas donner les moyens. Pour eux, c'est une période qui est encore plus difficile que d'habitude. Déjà que c'est pas facile quand on travaille à l'hôpital. Et on saura s'en souvenir. On saura s'en souvenir. Ce que les personnels soignants demandent, ça n'est pas qu'on se souvienne d'un effort exceptionnel, c'est qu'on leur donne tout simplement les moyens de remplir leur mission au quotidien, qu'on sorte de l'exigence de rentabilité pour retrouver un impératif, celui de l'intérêt général. La seconde vague est là et tous les soignants de droite comme de gauche sont unanimes. L'hôpital est dans un état encore pire en octobre qu'il ne l'était en mars. Il y a moins de lits, moins de personnel, moins de moyens. Le directeur de l'ARS du Grand Est, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a fait savoir qu'il n'y aurait aucune raison d'arrêter le processus de modernisation et de performance de l'offre de soins hospitaliers après cette crise sanitaire et que donc on maintenait la suppression de 599 postes au CHU de Nancy et 275 lits. Et donc pour dire ça, il justifie ça par la modernisation et la performance de l'offre de soins hospitaliers. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux.
C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Pourquoi il y a moins de lits? Parce qu'il n'y a pas de personnel pour s'occuper des gens qu'on va mettre dedans. Parce qu'on en a viré au fil des ans, que ceux qui restent sont épuisés, que certains ont préféré changer de métier, et que tous, ils ont l'impression que l'État se fout de leur gueule. Moi aujourd'hui, j'ai rage. Moi j'en veux pas de leurs carottes. J'en veux pas. J'en veux pas. Mets de l'argent dans l'hôpital. Donne-nous du matériel. Oh, moi je suis arrivée en maison de retraite. On n'avait même pas de quoi nettoyer nos patients en cas de gastro-entérite, hein, de la diarrhée dans les draps et pas de gants de toilette pour les nettoyer, hein, pas de surblouse, pas de gants, pas de masque. Un personnel soignant livré à lui-même alors que les fermetures de lits se poursuivent. À l'appel de la CGT Sud et de collectifs de soignants, les professionnels de la santé étaient d'ailleurs appelés à faire grève ce jeudi pour réclamer des embauches et des hausses de salaire. Face à la menace de voir les soignants laisser tomber la blouse, Jean Castex a tenté de rattraper le coup ce jeudi après-midi en multipliant les éloges à leur égard. Mes lunettes là. Bien, mesdames et messieurs. Le ras-le-bol des infirmières, les postes vacants à l'hôpital ont rarement été aussi nombreux. L'augmentation de salaire promise par le gouvernement n'a manifestement pas suffi à compenser les sacrifices du printemps dernier. Ils n'ont aucune considération pour ce qu'on leur dit, pour les difficultés qu'on a. Et donc, voilà, si on ne peut pas discuter, si on n'est pas entendu, moi je ne veux pas rester dans cet hôpital, quoi. Donc j'ai démissionné. 40%, c'est notre chiffre du jour et c'est le taux d'infirmiers qui souhaitent changer de métier. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui arrêtent. Donc il manque des paramédicaux plus qu'en mars. Si on dit l'inverse, c'est que c'est un mensonge. Rien n'a été fait. Le personnel est encore plus abîmé. Le pic Covid a été très, très éprouvant, physiquement, mais surtout psychologiquement, parce que non seulement nous avons dû affronter l'épidémie, mais également le manque de matériel de protection, le manque de médicaments, le manque de petits matériels comme des pousse-seringues électriques et surtout le manque de lits. Emmanuel Macron vient de leur expliquer que leur problème c'était pas juste une question de moyens mais qu'il fallait mieux s'organiser. L'assistance publique vient de leur demander de renoncer à leurs vacances de la Toussaint. Et cerise sur le gâteau, c'est quand même que le Covid est reconnu maladie professionnelle uniquement si on est tombé dans le coma ou si on est mort. On aborde la deuxième vague fatiguée et surtout on est confronté à une maltraitance institutionnelle et à un mépris du gouvernement qui est insupportable pour nous. Le rôle de l'État, quand même, c'est d'organiser les choses. Or, il ne s'est rien passé. Donc aujourd'hui, les soignants sont dans la deuxième crise. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'ils n'avaient pas de matériel, que les tests n'avaient pas été organisés, et puis que il y a tellement personne dans les hôpitaux que même quand ils sont malades, même asymptomatiques, ils doivent aller travailler. Des soignants travaillent alors qu'ils sont positifs au Covid. Ils seraient 11 asymptomatiques à continuer d'occuper leur poste, et ce, en raison du manque de personnel pour les remplacer. Si on est évidemment symptomatique, évidemment, on va être chez soi pendant une semaine. Sauf que si on est asymptomatique, on est là et on travaille. On travaille avec nos masques. On est contaminé, mais on travaille. Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus. Souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait. Sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. L'État se surpasse parce qu'il arrive à être plus mauvais pour la deuxième crise que la première. C'est quand même un comble. En aucun cas, le gouvernement, je crois, n'avait manqué ni de célérité, ni de concentration, ni d'attention au moment de rentrer dans cette pandémie. Parce qu'en fait, dans la situation d'aujourd'hui, les professionnels de santé dans leur ensemble, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'on ressent? Et moi, je le ressens, vous savez. Il n'y a pas de pilotage. Il n'y a aucune anticipation. Rien n'a été préparé. Et je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Alors que l'État français organise les obsèques de l'hôpital public, battons-nous pour garder en vie les hôpitaux. Donc les politicards, une fois pour toutes, quand les gens marquent dans les manifs sur les pancartes « l'austérité tue »,
c'est pas juste un slogan de gauchiste, c'est une réalité. Ces débats occultent l'essentiel. À mes yeux, les contaminations ne résultent que de nos comportements individuels et collectifs. Jamais nos concitoyens n'ont été aussi directement responsables de leur propre vie par des gestes simples qu'ils sont encore trop nombreux à refuser d'accomplir. Aucun gouvernement ne peut stopper une épidémie, sauf en appelant les citoyens à la discipline. Ça n'a pas marché. Le virus ne circule que parce que notre vie sociale le fait circuler, d'apéro en réunion de famille, parce que, en confiance, on a baissé le masque, cédé à une embrassade ou oublié de se laver les mains. Un sentiment de culpabilité très courant dans les files d'attente pour se faire tester. Je vis avec ma grand-mère, je voudrais pas, je sais que si elle est contaminée, c'est pas ma faute parce qu'elle sort pas, parce qu'elle se protège. Et moi, je sors parce que je vais travailler, je vais à la fac. S'il se passe quelque chose, après toute notre vie, on vivra avec. Un sentiment compréhensible, mais qui n'a pas lieu d'être pour cette psychologue. C'est un raisonnement et une pensée qui est irrationnelle, donc on ne peut pas leur reprocher, mais la culpabilité, c'est le sentiment d'être responsable d'une faute qu'on accomplit délibérément. Donc en fait, c'est la répercussion de tout ce que vous avez laissé traîner pendant X années. Donc si on en est là, en fait, on va pas dire que c'est la faute de la base, c'est la faute de tous ceux qui en étaient conscients et qui n'ont rien fait et qui n'ont débloqué aucun budget financier pour pouvoir nous aider. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Et ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. Je crois qu'on a souffert au cours de cette crise d'un défaut d'acculturation scientifique de la population française. Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Ça devient indécent de vous entendre parler parce que vous êtes responsable de la casse du système public français. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Basique. Ils disent qu'ils redistribueront, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais tu n'auras accès ni aux soins ni au savoir. Ils te reprocheront tes faiblesses, l'oisiveté. Ils te feront payer s'ils te surprennent à méditer. Nous les haïssons, mais nous resterons de marbre. Nous les annihilerons par une seconde danse macabre. Nous serons tous prêts quand résonneront les cymbales. Le synode pigouin scellera leur pierre tombale. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères, commençons la prière.